Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Elles sont les yeux et les oreilles de l'humanité dans l'espace. Elles explorent les plaines martiennes, les geysers des lunes de Saturne et la surface ardente d'étoiles lointaines. Elles, ce sont les sondes spatiales, des robots explorateurs qui sont désormais les avatars interstellaires des humains. Elles peuvent aller à des endroits et voir des choses qu'on ne pourrait pas étudier depuis la Terre. Les sondes spatiales se déploient à travers le système solaire et renvoient des informations qui peuvent bouleverser la connaissance qu'on pensait avoir de notre univers. Si l'on pouvait trouver une forme de vie extraterrestre quelque part dans notre galaxie, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Les sondes peuvent foncer droit sur des comètes gelées, photographier les frontières de l'univers et même rechercher des planètes dans d'autres systèmes solaires. Nous sommes en plein âge d'or en ce qui concerne la recherche et la découverte de planètes comparables à la Terre. Une nouvelle génération de robots explorateurs est en train de redéfinir notre vision de la galaxie en dévoilant de nouveaux secrets, les secrets des sondes spatiales. En ce moment même, à des millions de kilomètres de la Terre, des êtres humains sont en train de prendre des mesures et des photos, de procéder à des prélèvements et des expériences, dans le but d'étudier la poussière et les gaz d'autres planètes. Mais les humains n'y vont pas eux-mêmes. L'environnement spatial est très hostile pour les humains. Les températures sont extrêmes, tout comme le vide atmosphérique, le taux de radiation et des tas d'autres conditions qui rendent l'espace très inhospitalier pour l'homme. Des robots sont envoyés pour jouer le rôle de nos yeux et nos oreilles lors de missions destinées à découvrir les secrets de notre système solaire, et bien au-delà. Ce sont des sondes spatiales, construites pour survivre à des conditions hostiles, dans des mondes dangereux, où l'homme ne pourrait vivre. Ces missions spatiales sont capables de résister à des environnements difficiles et faire des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer sans leur existence. Certaines sondes, comme le télescope spatial Hubble, tournent tranquillement en orbite autour de la Terre, tandis que d'autres, comme Deep Impact en 2005, sont envoyées en mission kamikaze pour larguer des projectiles sur des comètes. D'autres encore ont pour mission de dévoiler les secrets de planètes comme Mars, Jupiter, Saturne ou leurs lunes. Elles les prennent en photo et les analysent depuis leur orbite, ou se posent parfois à la surface pour une exploration plus poussée et des prélèvements au sol. Nos sondes servent à répondre à des questions fondamentales sur la composition des planètes, de leur atmosphère et des processus géologiques à l'origine de leur formation. Elles nous aident à comprendre les différences de ces planètes avec la Terre. La grande question derrière tout ça, c'est de savoir s'il y a de la vie ailleurs. La quête de vie dans d'autres mondes a débuté il y a plus de 2000 ans, lorsque les astronomes grecs ont commencé à observer les planètes. Au XXIe siècle, l'humanité a enfin les moyens de la trouver. L'envoi de sondes dans le système solaire, ou même plus loin, fait partie d'une mission sur le long terme, destinée à comprendre ce qui se passe non seulement sur Terre, mais dans le reste de l'univers. Et par différents aspects, cette quête nous aide aussi à comprendre des choses sur nous-mêmes, notre origine, et à découvrir s'il existe d'autres occurrences de l'environnement qu'on a ici sur Terre. L'une des dernières étapes de cette quête a commencé grâce à un engin numérique infrarouge à très haute résolution. Le 14 décembre 2009, une fusée Delta II largue un colis très spécial en orbite à près de 500 km au-dessus du sol terrien. Il s'appelle WISE et il est capable de prendre les photos de l'univers les plus précises qui soient. WISE est un explorateur pour l'étude à grand champ en infrarouge. Il contient un petit télescope d'environ 40 cm de diamètre. En gros, il est grand comme mon bras. Sur 4 longueurs d'onde différentes, il observe le ciel entier, les voisins proches de la Terre, les astéroïdes, les comètes, jusqu'aux coins les plus lointains de l'univers. Contrairement au télescope Hubble, qui photographie des longueurs d'onde visibles à la lumière ultraviolette, WISE sonde l'univers grâce à la lumière infrarouge.
Nous, les humains, on perçoit uniquement les infrarouges par la chaleur qu'ils dégagent. Lorsqu'on sent la chaleur du soleil sur notre peau, c'est en fait les rayons infrarouges produits par le soleil. Même là, assise, je produis de la lumière infrarouge. On peut donc se servir de l'infrarouge pour détecter des éléments qui ont une certaine température, comme les astéroïdes. On peut aussi se servir des infrarouges pour chercher des galaxies lointaines dans tout l'univers. La plupart de ces galaxies lointaines ne peuvent être perçues dans un spectre lumineux visible. Le télescope infrarouge de WISE joue donc un peu le rôle d'une paire de lunettes magiques. Les pompiers se servent de lunettes infrarouges pour retrouver des gens au milieu de la fumée dans un bâtiment en flammes. Les astronomes, eux, se servent des infrarouges pour chercher le noyau d'étoiles en formation à travers des nuages de poussière. Mais pour détecter ces noyaux de chaleur cachés, il faut tout d'abord un froid très profond. Les 4 millions de pixels du télescope de WISE ne peuvent photographier des images infrarouges que si le télescope a une température inférieure à celle des objets qu'il recherche. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas aveuglé par la chaleur de notre propre télescope. Pour WISE, on utilise un réservoir d'hydrogène solide gelé au zéro absolu pour garder le télescope et les instruments au frais. Mais c'est comme un réservoir de glaçons. L'hydrogène gelé finit forcément par s'évaporer. Donc, quand on n'a plus de glace d'hydrogène, le télescope de WISE se met à chauffer jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Même gelé à moins 260 degrés, l'hydrogène ne tient pas plus de 10 mois. Mais les 1,5 million de photos prises par la sonde en 10 mois suffisent à former un panorama géant du ciel, comme un atlas cosmique qui peut révéler de nouveaux mondes, de nouveaux objectifs pour de prochaines sondes, et peut-être des mondes peuplés d'une vie extraterrestre. Mais si l'on veut trouver de la vie extraterrestre à des années-lumière de la Terre, il va nous falloir un sérieux indice pour nous mener dans la bonne direction. Et sur Terre, cet indice couvre 71% de notre planète. C'est l'eau. L'une des raisons pour lesquelles on cherche à trouver de l'eau liquide, c'est parce qu'on aimerait vraiment savoir s'il existe d'autres formes de vie quelque part dans le système solaire. La vie telle qu'on la connaît sur Terre a besoin d'eau pour se former et pour se maintenir. On espère trouver la vie ailleurs. Et pour ça, la première étape pourrait consister à trouver un endroit où il y a de l'eau liquide. Depuis le début de l'humanité, on n'a jamais eu aucune preuve de l'existence d'eau liquide ailleurs dans l'univers. Jamais jusqu'à ce qu'une sonde spatiale très élaborée parte pour Saturne dans le cadre d'une mission d'exploration en 1997. Cassini a parcouru près de 650 millions de kilomètres en 4 ans pour entamer une mission sur le long terme pour dévoiler les secrets de Saturne. Lorsque Cassini a atteint Saturne, il a observé la planète et toutes ses lunes. Et ensuite, il a changé d'orbite pour pouvoir observer les anneaux. L'un des anneaux en particulier a attiré l'attention des scientifiques. On savait que l'anneau le plus éloigné de Saturne, l'anneau E, était composé de particules de glace microscopiques. Mais des particules de glace d'1 micron ne peuvent pas durer longtemps dans l'espace. Donc, on savait qu'il existait une source de quelque chose dans le système saturnien qui régénérait constamment l'anneau E. On pensait que ça venait de l'Encelade. En s'approchant de la Lune Encelade, Cassini assiste à un phénomène cosmique qui confirme que l'eau est bien un élément clé pour d'autres planètes. La sonde Cassini a détecté de l'eau sous la surface d'Encelade. Et Cassini l'a vu parce que des geysers jaillissent par les fissures qui couvrent la surface craquelée d'Encelade. Et ensuite, l'eau gèle au contact de l'espace glacé qui entoure cette lune. Ce flux constant de particules d'eau gelée alimente l'anneau E autour de Saturne. Cela nous rappelle que si l'on peut trouver de l'eau liquide sur des planètes lointaines de notre système solaire, on pourrait bien en trouver aussi ailleurs dans l'univers. Mais la quête de Cassini pour trouver de l'eau liquide n'est pas terminée. Il va devoir se servir de ses instruments de pointe pour pénétrer les autres atmosphères du système saturnien. Cassini comporte 12 instruments scientifiques. Il y a 4 instruments qu'on appelle de télédétection. Ces instruments voient dans la même longueur d'onde que le spectre visible par l'humain, ou un peu au-delà. La sonde a aussi des filtres conçus pour voir à travers le brouillard et à travers une surface atmosphérique. Les instruments de Cassini sont conçus pour recueillir des informations par différents moyens, un peu comme les humains avec leurs 5 sens.
Les capteurs directs ou à distance commencent par étudier l'une des lunes de Saturne, Titan, dont certains affirment qu'elle contient de l'eau liquide. Titan est plus grosse que la planète Mercure et a une atmosphère très dense, plus épaisse même que celle de la Terre. En 1980, en passant devant Titan pour aller encore plus loin, la sonde Voyager a pris des photos qui semblent montrer un autre phénomène dû à un liquide. Ce que nous a montré Voyager, c'est que cette atmosphère est pleine d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane, qui créent un épais brouillard photochimique. Et Voyager était incapable de voir à travers ce brouillard. Lors de son étude de Titan, 25 ans plus tard, Cassini largue également un module d'exploration appelé Huygens. La sonde pénètre l'épaisse atmosphère d'hydrocarbures et se pose à la surface de Titan. Et ce que Cassini et son atterrisseur découvrent est sidérant. Très rapidement, Cassini et Huygens avaient vu des éléments de preuve de l'existence de liquide à la surface de Titan. Puis, ils ont découvert qu'il s'agissait d'hydrocarbures. Ils ont trouvé des lacs entiers d'hydrocarbures, certains même plus vastes que les grands lacs américains. Ce sont les toutes premières étendues de liquide découvertes dans le système solaire ailleurs que sur Terre. Les lacs se remplissent grâce à des précipitations classiques, comme sur Terre. Mais sur Titan, la pluie n'est pas composée d'H2O, mais de méthane liquide qui s'écoule lentement. La plupart du méthane présent sur Terre l'est sous forme de gaz. C'est un gaz naturel produit par des organismes en décomposition. En pourrissant, ces corps forment un gaz naturel que l'on peut utiliser comme carburant. Titan et son monde de méthane liquide pourraient même abriter des formes de vie simples, semblables aux organismes unicellulaires que l'on trouve dans les profondeurs des océans de notre planète. C'est très enthousiasmant de voir toutes les possibilités qu'il y a. Il y a d'autres systèmes planétaires actifs, passionnants et très variés. Et on sait que la vie peut prendre beaucoup de formes différentes. On pourrait trouver de la vie sur des planètes lointaines, en révolution autour d'autres étoiles. Mais le problème, c'est d'y parvenir. Heureusement, un nouvel appareil se prépare à partir pour les confins de l'espace. Il est doté d'un système de propulsion similaire à la technologie des micro-ondes. Les sondes spatiales sont capables d'aller là où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Mais pendant plusieurs décennies, les scientifiques ont été confrontés à une difficile réalité. Les sondes spatiales ne sont pas infaillibles. Chaque sonde qui mène à bien sa mission a été construite à partir des leçons tirées d'un demi-siècle de missions échouées et de rêves brisés. L'histoire commence dans les années 60, avec la toute première tentative de la NASA pour atteindre les proches voisins de la Terre. Nos toutes premières sondes Ranger étaient conçues pour prendre des photos de la Lune, avant de s'écraser dessus. Et les 6 premiers Rangers sont carrément passés à côté de la Lune. Mais on a vite appris la leçon. Et quelques mois après les sondes Ranger, on a réussi à envoyer un engin chargé de dépasser Vénus. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 est le premier engin spatial à dépasser Vénus. Le rapport de Mariner 2 montre que notre proche voisine n'a rien d'accueillant. Avant, on pensait que Vénus pourrait être une sorte de sœur jumelle de la Terre, couverte de jungles humides. Mais en fait, les sondes nous ont bien montré que non. Vénus n'a rien de tout ça. Les sondes de la NASA prouvent que le climat vénusien est trop chaud et la pression atmosphérique bien trop forte pour pouvoir accueillir la vie. Mais en 1970, la première sonde à se poser sur la planète n'est pas américaine, elle est soviétique. Les sondes Venera avaient une coque intérieure, une sorte de noyau en titane très solide. Elles pouvaient supporter pendant un bon moment la pression écrasante et la chaleur étouffante de la surface de Vénus. Les premières sondes envoyées sur Vénus ont été détruites en moins d'1 heure. Elles n'ont recueilli que quelques heures de données avant d'être écrasées par la pression. Toutefois, les données renvoyées par Venera avant sa destruction sont précises et surprenantes. Les conditions climatiques à la surface de Vénus sont infernales. La température est d'environ 460 degrés. C'est très très chaud. L'eau bout à environ 100 degrés et le plomb fond à 327 degrés. Donc, s'il y avait du plomb là-bas, il serait fondu directement. Ce n'est pas vraiment un endroit agréable. Vénus est un terrain d'entraînement extrême pour les scientifiques.
Mais il y a un objectif plus complexe et plus lointain, dont les extrêmes sont encore plus destructeurs que Vénus, les planètes extérieures. Pour s'y rendre, il faut plus qu'une simple fusée. Le problème principal avec les sondes spatiales, c'est d'avoir suffisamment de carburant pour atteindre leur objectif. Si la sonde avance grâce à des réacteurs, il faut beaucoup de carburant. Et si l'on doit la propulser à plusieurs reprises, on sera à court de carburant. Mais il existe une solution qui fait partie intégrante du cosmos, la gravité. Au début des années 60, on a découvert qu'on pouvait se servir de la gravité des planètes pour faire avancer un engin spatial, pour le faire accélérer et le projeter encore plus loin dans le système solaire. Ça a ouvert les portes de l'exploration au-delà de notre galaxie. Cette technique s'appelle l'assistance gravitationnelle. La gravité joue le rôle d'un réacteur virtuel qui exploite l'immense gravité des corps planétaires afin d'assister un engin spatial sur une trajectoire prédéfinie. L'assistance gravitationnelle, c'est comme de taper une balle de baseball. La sonde s'approche d'une planète, est prise dans l'attraction de cette planète et renvoyée dans une autre direction. C'est comme une balle qui vient taper contre ma batte, qui la renvoie dans une autre direction. Quand la batte entre en contact avec la balle, elle change la direction du mouvement de la balle et la propulse avec une vitesse supérieure à sa vitesse de départ. En exploitant ainsi l'attraction des planètes, la NASA parvient alors à envoyer ses sondes dans la cour des grands, vers des planètes étrangères. Ainsi, Cassini a pu accomplir son voyage de plus de 250 millions de kilomètres jusqu'au lac de méthane de Titan, la lune de Saturne. Sans l'assistance gravitationnelle, cet engin qui pesait 12 tonnes sur Terre n'aurait jamais pu sortir du système solaire. Il n'existe pas de réacteur suffisamment puissant pour l'envoyer directement sur Saturne. On n'aurait jamais pu explorer Saturne si on n'avait pas eu la gravité des autres planètes. Désormais, l'exploration spatiale du XXIe siècle est sur le point d'envoyer des sondes au-delà des planètes les plus éloignées de notre galaxie, vers des étoiles lointaines. Mais l'assistance gravitationnelle ne pourra pas nous emmener jusque-là. Pour voyager jusqu'au tréfonds de l'espace, il faut un système de propulsion semblé tout droit sorti d'un film de science-fiction, la propulsion ionique. Un propulseur ionique, c'est comme un petit accélérateur linéaire. On accélère des ions à la sortie de la sonde et elle partira dans la direction opposée. Le propulseur ionique a un très faible pouvoir propulsif, mais il peut fonctionner pendant plusieurs mois de suite, et donc propulser petit à petit l'engin spatial à une vitesse de plus en plus élevée. Le propulseur ionique remplace le carburant chimique par un gaz inerte, comme le xénon. Le xénon est ionisé, c'est-à-dire qu'on le charge en électricité. Un champ électrique accélère ensuite les ions à la sortie de l'arrière de l'engin, ce qui le propulse en avant. La propulsion ionique ne fonctionne pas comme la plupart des systèmes de propulsion. Un propulseur standard à carburant chimique donne une propulsion de force égale à un fusil de chasse de calibre 12 à double canon. Ce fusil va jouer le rôle d'un propulseur à propulsion chimique, comme les réacteurs principaux d'une navette spatiale. La question est de savoir si le fusil va produire une lancée suffisante pour surmonter le frottement entre les roues et les rails. Un coup unique fait reculer le chariot d'une quinzaine de centimètres. Avec un second coup, la poussée se poursuit. Mais remplaçons maintenant le fusil à double canon par une arme moins puissante. J'ai maintenant une carabine 22 long rifle. Elle est un peu différente d'un fusil de chasse. Le fusil de chasse tire plusieurs petits plombs à une vitesse assez modérée, tandis que la 22 long rifle tire une petite balle à très haute vitesse. La différence, c'est que celle-ci s'apparente mieux à un propulseur ionique. Avec un coup tiré avec cette carabine, le chariot recule de moins de 3 cm. Avec plusieurs coups, il recule plus loin. Si on était dans l'espace, le propulseur ionique jouerait le même rôle que cette carabine. Il produit une poussée lente, mais qui s'accélère peu à peu jusqu'à atteindre une vitesse très importante. En cumulant de petites poussées à travers les profondeurs de l'espace, où il n'y a aucun frottement, le propulseur ionique est capable d'alimenter une sonde pendant des années. Cette technologie pourrait bien marquer la fin des énormes réacteurs pour les sondes spatiales. Les carburants chimiques posent problème puisqu'ils sont assez inefficaces. Ils pèsent très lourd et il faut les transporter dans l'espace. Ça rajoute du poids, donc les fusées qui lancent la sonde depuis la Terre doivent elles aussi être plus puissantes, donc plus chères. Les propulseurs ioniques plus légers ont déjà passé avec brio les tests en conditions réelles dans l'espace. Ce sont des propulseurs ioniques qui ont lancé la sonde Deep Space One à la fin des années 90 et plus récemment qui ont alimenté la sonde Hayabusa de la Japan Aerospace Exploration Agency et lui ont permis d'atterrir sur un astéroïde.
astéroïdes. Les propulseurs ioniques vont complètement transformer l'exploration spatiale, puisqu'on peut aller bien plus loin, sans avoir à transporter de carburant. Et en plus, on peut y aller plus vite, selon l'endroit où on veut se rendre. L'un de ces endroits pourrait bien être la planète voisine de la nôtre. Actuellement, c'est la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne qui détient le record de vitesse pour le trajet Terre-Mars avec une durée de 6 mois. Mais grâce au propulseur ionique, ce record devrait bientôt être pulvérisé. Grâce à la propulsion ionique, le temps de trajet entre la Terre et Mars pourrait carrément être réduit à quelques semaines seulement. 5 semaines pour atteindre Mars, ce n'est qu'un début. L'étape suivante dans le développement de la propulsion ionique, c'est d'augmenter encore sa vitesse, jusqu'à 100 fois plus rapide. Ce nouveau propulseur s'appelle VASIMR, acronyme pour un terme anglais signifiant « propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable ». Le propulseur ionique VASIMR comporte en plus un générateur de fréquences radio et une étape supplémentaire. Ce principe fonctionne comme celui d'un four à micro-ondes. La micro-onde produit de l'énergie électromagnétique qui pénètre la nourriture pour la chauffer. Là, ce sont les ions du plasma qui chauffent et qui se chargent d'énergie. Ensuite, c'est un champ magnétique très puissant qui prend ce plasma surchauffé pour l'éjecter de l'arrière du propulseur à très grande vitesse. Les ions peuvent être chauffés jusqu'à 1 million de degrés. C'est suffisant pour envoyer une sonde bien au-delà de notre système solaire. Grâce à ces avancées dans le domaine de la technologie de propulsion, les portes de l'espace s'ouvrent à l'exploration. Il ne manque plus qu'une destination. Une sonde parcourt actuellement l'espace à la recherche de cette destination, d'une nouvelle Terre, et peut-être d'une nouvelle forme de vie. Les sondes spatiales sont actuellement à la pointe en ce qui concerne l'une des plus anciennes quêtes de l'astronomie, la recherche d'une nouvelle Terre. Aujourd'hui, une nouvelle génération de robots explorateurs recherche des preuves de l'existence de planètes en dehors de notre système solaire et en trouve. Une planète extrasolaire est une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Il y a 6 planètes majeures qui tournent autour de notre Soleil, qui est une étoile standard. Donc depuis des siècles, on se pose la question de savoir s'il y a d'autres planètes qui tournent autour des étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit. Depuis l'époque de Galilée, les scientifiques pensent qu'il existe d'autres planètes parmi les milliards d'étoiles du ciel. Mais la quête de planètes extrasolaires, aussi appelée exoplanètes, n'a pas abouti jusqu'à 400 ans après Galilée. En 1995, dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre, les scientifiques ont découvert la toute première vraie planète extrasolaire, 51 Pégasi b. Mais on ne l'a découverte que grâce à des indices indirects. On n'était capable de détecter ces planètes extrasolaires que par une technique appelée méthode des vitesses radiales. Si vous avez une grosse planète là-bas, comme Jupiter, le mouvement de l'étoile peut varier légèrement. Mais on ne peut pas vraiment déterminer sa présence de manière directe. Cette variation, également appelée effet Doppler, est observée au télescope. Si la lumière émise par l'étoile passe régulièrement à des longueurs d'onde bleues ou rouges avant de revenir à sa couleur normale, cela signifie que c'est sans doute une planète en orbite qui produit la variation de lumière. Ces 10 dernières années, les astronomes ont eu beaucoup de chance et ils ont trouvé des centaines d'autres planètes en orbite autour d'autres étoiles. Mais les planètes qu'on détecte ne sont que les plus grosses, de la taille de Jupiter, Saturne ou Neptune. On ne peut pas détecter des planètes comme la Terre s'il y en a. On est désormais certain de l'existence de centaines de planètes extrasolaires. Mais sont-elles suffisamment proches pour que l'humanité puisse aller les explorer ? C'est la question qu'a posée Annabelle C. de Erie, en Pennsylvanie, à Question sur l'univers. Elle demande « Combien de temps faudrait-il à une sonde spatiale pour atteindre l'exoplanète la plus proche en se servant du système de propulsion le plus performant à ce jour ?» Annabelle, votre question est très intéressante. D'ailleurs, il n'existe pas de réponse définie. Avec la technologie actuelle, une sonde spatiale pourrait atteindre une autre étoile en environ 100 000 ans. L'exoplanète connue la plus proche se trouve à environ 10 ou 12 années-lumière de la Terre. Mais il en existe peut-être de plus proches. Et les technologies de propulsion spatiale vont peut-être progresser dans l'avenir. Donc, on pourrait réduire la durée du voyage à environ 10 000 ans à plus ou moins long terme. Mais pour l'instant, la réponse la plus exacte serait entre 50 000 et 200 000 ans.
Pour trouver des planètes similaires à la Terre, il faut s'enfoncer plus loin dans le cosmos et observer des étoiles moins lumineuses et plus lointaines. Une nouvelle méthode d'observation révolutionnaire pourrait bientôt nous permettre de trouver la première nouvelle Terre. Cette méthode s'appelle le transit astronomique et donne la preuve irréfutable qu'une planète en orbite passe dans notre champ de vision entre son étoile et la Terre. Imaginons que ce réflecteur représente la face d'une étoile et l'insecte qui vole devant le réflecteur représente une planète. En passant devant le réflecteur au moment où il tourne autour, l'insecte bloque une toute petite partie de la lumière émise par le réflecteur. C'est ce qui se passe lorsqu'une planète comme la Terre passe devant une étoile comme le Soleil. La lumière émise par l'étoile ne baisse dans ce cas que de moins de 0,1%. C'est à peine détectable, mais suffisamment visible pour une sonde spatiale explorant les confins du cosmos. On a vraiment envie de savoir s'il existe une autre Terre quelque part dans l'univers. S'il y en a une, la mission Kepler a de grandes chances de la découvrir. La sonde spatiale Kepler est un œil puissant dont les scientifiques vont se servir pour trouver des planètes similaires à la Terre, une aiguille dans une meule de foin, comme on dit. Le télescope de la sonde est doté d'un appareil photo de 95 mégapixels pour pouvoir détecter des planètes en transit. La mission Kepler se sert de la technique du transit astronomique pour trouver de nouvelles planètes extrasolaires. Grâce à cette technique, Kepler observe des milliers d'étoiles et attend que la lumière qu'elles émettent diminue légèrement en cas de passage d'une planète devant l'étoile. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles, donc peut-être de milliards de planètes comme la Terre. Les chances de trouver une Terre en orbite autour d'une étoile particulière sont très faibles. Kepler va donc observer de son œil infaillible plusieurs milliers d'étoiles à la fois. J'ai ici un DVD qui représente un système de planètes avec l'étoile au milieu et une planète qui tourne autour. Évidemment, la plupart du temps, le plan du système planétaire n'est pas parallèle. Donc, quand la planète tourne autour de l'étoile, elle ne passe pas exactement devant l'étoile par rapport à notre point de vue et ne coupe donc pas la lumière. Mais si on a de la chance et que le plan orbital de la planète est bien placé par rapport à nous, alors la planète passera juste devant l'étoile, bloquera une partie de sa lumière et on pourra la voir. Il faut donc observer des dizaines ou même des centaines de milliers d'étoiles si on veut avoir la chance de voir quelques planètes passer devant leur étoile. Tandis que sur Terre, on attend impatiemment, Kepler observe inlassablement les étoiles lointaines, seconde après seconde. Mais si elle trouvait une nouvelle Terre, que pourrait-on savoir de cette planète? À quoi ressemblerait-elle? Pourrait-elle abriter la vie? Une fois que Kepler aura trouvé des planètes semblables à la Terre, et je suis assez confiant là-dessus, il faudra ensuite essayer d'analyser la lumière de cette planète. Quelle est sa composition chimique? Comporte-t-elle une atmosphère faite d'oxygène? Ou n'est-ce que du dioxyde de carbone ou du méthane? Cette planète a-t-elle des continents et des océans? De l'eau à sa surface? Actuellement, on ne dispose pas des technologies nécessaires à l'analyse de l'atmosphère d'une planète aussi lointaine. Mais cela va changer. En 2015, le télescope spatial James Webb possédera des capacités d'imagerie 4 fois supérieures à celles du télescope Hubble. Il permettra aux scientifiques d'observer de minuscules particules dans les atmosphères de planètes potentiellement similaires à la Terre, même à des milliers d'années-lumière de chez nous. On est actuellement à un âge d'or de la recherche et de la découverte de planètes de type terrestre. C'est le moment. C'est aujourd'hui que les humains vont découvrir les premières planètes terrestres, les comprendre et comprendre leur présence. Mais on veut aller encore plus loin. À long terme, les télescopes spatiaux et les sondes interstellaires pourraient aller au-delà de la découverte de nouvelles planètes et aller à la recherche de leurs habitants. Si l'on pouvait trouver une vie extraterrestre quelque part dans notre galaxie qui soit complètement indépendante de notre vie à nous sur Terre, ce serait l'une des plus grandes découvertes dans l'histoire de l'humanité. Une éventuelle forme de vie dans un autre monde pourrait se trouver à des années-lumière d'ici. Mais nous avons des indices essentiels tout autour de la Terre, les comètes. Les scientifiques passent leur temps à prélever la poussière de leurs traînes et lancent des sondes kamikazes pour tenter d'extraire leurs secrets de glace. Les sondes spatiales ont repoussé les limites de nos connaissances du cosmos.
Alors que l'humanité entre dans un nouvel âge d'or de l'exploration interstellaire, certaines sondes explorent des secrets bien plus proches de chez nous. Notre système solaire fourmille de débris et de particules qui se déplacent à grande vitesse, comme par exemple ces énormes boules de glace et de poussière qu'on appelle les comètes. Les comètes sont comme des machines à voyager dans le temps. Ce sont des vestiges gelés qui datent de la formation de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. L'étude des comètes à l'aide d'engins spatiaux a été un succès. Par exemple, la mission Deep Impact s'est volontairement écrasée sur une comète et a tout enregistré en vidéo. Le 3 juillet 2005, la sonde spatiale de la NASA Deep Impact 1 s'approche à la portée de la comète Tempel 1. La comète fonce à une allure de 37 000 km/h. Et la sonde lance un satellite impacteur directement sur la trajectoire de la comète de 6 km de large. Le but était de provoquer un impact avec la comète, afin de créer un nuage de poussière. Ce qu'on voulait, c'était voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la comète et de quoi elle était composée. L'impact fait jaillir 25 000 tonnes de glace de Tempel 1. C'est la première fois que des scientifiques parviennent à prélever et étudier de près le matériau d'une comète. Et les résultats sont très instructifs sur ce qu'est vraiment une comète. Ce qu'on a appris des comètes, c'est qu'elles comportent une couche extrêmement compacte de glace mêlée à de la poussière. La matière plus semblable à une boule de neige sale se trouve à l'intérieur d'une sorte de croûte. Et encore à l'intérieur, on a un matériau qui ressemble à de la pastèque. Lorsque la comète se rapproche du Soleil selon la trajectoire de son orbite, elle chauffe, l'eau à l'intérieur se transforme en vapeur et s'échappe de la comète. C'est pour ça qu'on voit des traînées de poussière et des geysers à la surface des comètes. La sonde Deep Impact renvoie des images impressionnantes, mais ne parvient pas à attraper la queue de la comète. Cette mission sera accomplie par la sonde Stardust. En 2004, Stardust s'approche à 240 km de la comète Wild 2. La sonde Stardust a littéralement traversé la queue de la comète pour recueillir le matériau que produit la comète quand elle dégaze. Afin de recueillir les précieuses particules, Stardust déploie un collecteur de la forme d'une grande raquette de tennis, à l'intérieur de laquelle se trouve un gel poreux et spongieux. Au passage de la comète, les particules s'incrustent dans l'aérogel, à une vitesse environ 6 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. On a ainsi en notre possession le matériau qui compose les comètes et qui compose sans doute également les planètes, les astéroïdes et les lunes de notre système solaire. On a presque le matériau de base, le constituant premier dont est fait notre système solaire. Une fois le matériau prélevé, le collecteur est enfermé dans un conteneur lui-même rangé dans une capsule. Le 15 janvier 2006, les précieux échantillons sont en chute libre vers la Terre. Parmi les premiers secrets découverts dans l'aérogel se trouvent des molécules de glycine, un acide aminé utilisé par les organismes vivants pour fabriquer des protéines. C'est un élément essentiel pour le maintien de la vie. Certains suggèrent qu'il pourrait y avoir des organismes biologiques emprisonnés dans la glace des comètes. Peut-être même des virus semblables à celui de la grippe, par exemple. Stardust n'a pas trouvé de virus. Mais cette découverte semble confirmer la théorie selon laquelle l'élément constitutif de la race humaine aurait pu se former dans l'espace et être apporté sur Terre il y a bien longtemps par des météorites ou des comètes. Mais dans l'aérogel se trouve une énigme encore plus curieuse. Des particules que même les sondes parties aux confins de l'espace n'ont encore jamais prélevées. De la matière issue d'autres soleils. Je crois qu'ils ont trouvé des particules qui semblent provenir d'autres étoiles extérieures à notre système solaire. Ces étoiles produisent elles aussi des vents solaires, donc des particules de poussière qui s'échappent et s'éloignent de leur étoile. Certaines sont entrées dans notre système solaire. Elles ont été capturées par la sonde Stardust. Pour la première fois, on a recueilli de la poussière d'étoiles inconnues. C'est extraordinaire. Les analyses de la poussière d'étoiles prélevée sur la comète Wild 2 sont encore en cours et pourraient bien nous donner une vision plus précise des origines de notre petit coin d'univers.
Si l'on veut comprendre comment notre Soleil et notre planète se sont formés, il faut d'abord comprendre le matériau à partir duquel ils se sont formés. Mais pour mieux comprendre notre univers, peut-être faut-il étudier non pas les particules de soleil lointains, mais plutôt l'étoile la plus proche de nous. Une sonde révolutionnaire attend son lancement pour s'envoler droit vers la zone la plus chaude que l'homme ait jamais tenté d'explorer. Aujourd'hui, les sondes spatiales traversent notre galaxie afin d'explorer les mystères de Mars, Vénus, des géants plus éloignés, des lointaines exoplanètes et des étoiles les plus reculées. Mais même l'étoile la plus proche de chez nous comporte encore de nombreuses énigmes à résoudre. Et l'on y travaille. Jusqu'à présent, on avait observé de petites zones et non pas le disque entier, ou alors nos analyses étaient incomplètes dans le temps et nos observations pas assez constantes. Là, c'est notre première chance de pouvoir observer le Soleil dans son entier. Une nouvelle sonde solaire très élaborée fait son entrée dans l'espace, prête à en découdre. Sa mission consiste à observer le Soleil en permanence, en couleur et en haute définition, puis de transmettre ces images très détaillées à la Terre. L'Observatoire solaire SDO prend des images du Soleil en très haute résolution, sur plusieurs longueurs d'onde, et prend également des vidéos du Soleil. Grâce à 4 télescopes à haute résolution, SDO transmet un flux continu à la Terre, chargeant ainsi 50 fois plus d'informations que toute autre mission dans l'histoire de la NASA. C'était fascinant de voir les toutes premières images. Ce qu'on a vu, c'est qu'un tout petit événement à un endroit peut avoir des effets énormes à un autre endroit. On voit par exemple quelque chose près du centre du disque solaire, et on voit le lien entre cet événement et un autre se produisant 200 ou 300 000 km plus loin. Grâce aux lentilles très élaborées des télescopes, la sonde observe le Soleil sur 10 longueurs d'onde différentes et perçoit même les ultraviolets extrêmes. Leur longueur d'onde est si dangereuse que sans l'atmosphère terrestre, une journée à la plage nous serait fatale. L'objectif final, c'est de voir l'intérieur du Soleil pour savoir ce qui se passe sous la surface, d'observer les courants, les mouvements et comment tous ces éléments forment le Soleil dans son ensemble. SDO active ensuite un capteur, le HMI, Hélioséismique Magnétique Imageur, capable de voir à travers la fournaise de la surface solaire. Le HMI se sert d'ondes sonores pour sonder l'intérieur. Comme on le fait sur Terre pour prévenir les séismes, on envoie des ondes sonores à l'intérieur du Soleil pour voir ce qui se passe sous la surface. On observe la façon dont les vibrations sont renvoyées pour essayer de comprendre l'intérieur du Soleil. C'est ce noyau, qu'on appelle la dynamo solaire, que les scientifiques cherchent à comprendre. C'est de là que proviennent les éruptions violentes et imprévisibles, ces projections de matière chargée d'énergie qui représentent une menace pour la Terre. Cette matière est chargée d'énergie et en général propulsée en ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. C'est une immense quantité de matière sous forme de particules chargées. Ces particules chargées proviennent jusqu'à la Terre et interagissent sur notre champ magnétique. Si l'on arrivait à s'approcher suffisamment pour prendre des mesures de ce genre d'activité, on comprendrait mieux comment fonctionne ce phénomène. S'approcher de corps planétaires, c'est la spécialité des sondes spatiales depuis un demi-siècle. Mais approcher une sonde du Soleil serait une mission suicide. Mais qui sait? Programmé pour un lancement en 2015, Solar Probe Plus se dirigera droit vers la couronne solaire de 2 millions de degrés sans être détruite. Solar Probe Plus s'approchera tout près du Soleil à 8 ou 9 rayons solaires. Pour vous donner une idée, la Terre est à 200 rayons solaires du Soleil. Donc là, Solar Probe Plus sera à l'intérieur même de la couronne solaire. La couronne est une partie mystérieuse de cette étoile qu'on appelle le Soleil. Bien qu'étant plus éloignée du noyau du Soleil, elle est pourtant plus chaude que la surface de l'étoile. Mais si l'homme était capable d'y poser le pied, il aurait une surprise glaçante. La couronne solaire est extrêmement chaude. Il y fait une température de plusieurs millions de degrés. Cela signifie que les particules circulent très vite.
On a tendance à imaginer que si on entrait dans la couronne solaire, on brûlerait instantanément. Mais les particules sont tellement peu nombreuses que la quantité totale d'énergie transférée dans un corps est en fait inférieure à la quantité d'énergie qui émane de ce corps. Donc en fait, même immergé dans la couronne solaire, à partir du moment où le corps est équipé d'un bon bouclier contre la chaleur produite par le soleil, on mourrait gelé. Solar Prop Plus sera équipé d'un bouclier thermique en mousse carbonique légère, qui lui permettra de survivre à la chaleur accablante et à l'effet glaçant, et même de rester à une température d'environ 20 degrés. À la fin de sa mission, Solar Prop Plus nous révélera la structure des champs magnétiques solaires et pourra explorer le flux d'énergie solaire qui chauffe la couronne et rend possible la vie sur notre planète. Il faut garder à l'esprit que le Soleil est l'étoile la plus proche. L'étude de notre Soleil est donc cruciale, et elle fait partie intégrante de l'étude de toutes les autres étoiles de l'univers. À long terme, les sondes spatiales nous apporteront des connaissances qui nous mènent bien au-delà de notre Soleil, jusqu'à des parties lointaines de notre galaxie, où brûlent des milliards d'autres soleils, et où quelques autres planètes bleues attendent peut-être de futurs explorateurs humains. Pour élucider certains des secrets de notre univers, nous avons besoin des engins spatiaux qui peuvent aller à des endroits et voir des choses que l'on ne pourrait pas étudier depuis la Terre. Il y a une raison profonde qui explique notre engouement pour les sondes spatiales qu'on envoie dans l'espace. Nous autres humains avons dans nos gènes cette curiosité et ce goût de l'exploration. Les sondes que l'on envoie dans l'espace, vers d'autres planètes et même vers les étoiles, représentent notre migration dans le cosmos. C'est très certainement la destinée de l'espèce humaine que de s'échapper de la planète Terre, pour visiter notre galaxie et pour visiter notre univers dans son entier. En attendant, les sondes spatiales continueront à décortiquer les mystères du cosmos. Et l'univers continuera à dévoiler ses secrets, tandis que ses avatars robotisés poursuivent notre quête vers les étoiles.